à tous, ravi de vous retrouver, l'Afterlap, le podcast du sport auto, Laurent-Frédéric Bollet, mais je ne suis pas seul aujourd'hui, car pour ce numéro 86 entièrement consacré au WRC et au Rallye de Croatie, eh bien c'est notre consultant rallye qui est avec nous et qui nous fait l'amitié de se rendre de nouveau disponible, on l'en remercie beaucoup, c'est Guillaume Lafay. Bonjour Guillaume. Salut LFB, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de te rejoindre pour ce numéro 86. Bah tu vois, je ne le savais pas, mais quelle belle année 86. D'accord, j'ai compris. Ravi. Ah non, mais l'année 86, oui, ça j'en doute pas. Maintenant que tu nous l'as dit, j'ai compris. Cela étant, 86e épisode de l'Afterlap, mais ça passe à une vitesse. Je me revois encore créer ce podcast il y a moins de 2 ans et je crois que vous êtes tous contents que ce soit bien dynamique et qu'on perde jamais une occasion de se retrouver. Et donc, Guillaume, j'en rappelle que tu es notre consultant WRC cette année. Je t'en remercie encore. Tu as fait l'unanimité dès ta première participation. Tu le sais, ça. J'ai cru comprendre et lire à quelques endroits effectivement que les gens avaient plutôt apprécié. En tout cas, moi, c'est un vrai plaisir. Et comme tu dis, le temps passe tellement vite. Moi, je me rappelle écouter, je te l'ai déjà mentionné, le tout premier épisode en train de courir dans les bois, de découvrir ce podcast après le Motors sur RMC que je suis depuis tout petit. Donc, c'est une vraie fierté et un honneur de pouvoir discuter avec toi. Et si ça plaît, je suis ravi. Eh ben écoute, c'est le cas, crois-moi, et aujourd'hui je me réjouis et je me réjouissais de savoir qu'on allait discuter ensemble parce que là on a quand même eu encore une fois un week-end assez incroyable, il y a plein de choses à dire, donc évidemment chers amis, nous allons parler dans quelques instants de la victoire d'Ogier, nous allons parler de ce final fabuleux en Power Stage, on va parler de l'accident en liaison d'Ogier, ça vraiment je voudrais avoir ton avis Guillaume, on va parler des choix de pneus, notamment chez Hyundai, on va passer en revue tous les ténors et puis faire le bilan, on va parler d'Adrien Fourmeau, de Pierre-Louis Loubet, bien sûr, nos jeunes forces françaises, non vraiment on a plein de choses à dire. Alors si on démarre doucement, puisque de toute façon on va rien rater, une petite introduction sur ce rallye de Croatie, ce pays qui fait son entrée dans le WRC. Rallye à asphalte complet. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé au niveau du décor, du tracé, du type de route, toi, l'ingénieur que tu es aussi? Est-ce que tu as eu un avis tout de suite à nous faire partager? Ouais, alors la première chose, déjà, tu l'as mentionné, incroyable. Moi, je dirais incroyable. Si on peut se permettre le petit jeu de mots, mais bon, je sais que tu apprécies ça. Mais non, un très très beau rallye. Effectivement, une première dans le WRC. C'est le 34e pays visité par le championnat du monde des rallyes depuis sa création en 1973. Une manche qui a été créée donc en 74, je crois, qui a fait partie du championnat d'Europe, de l'IRC aussi dans les années 2010-2015. Et puis, il n'y a pas eu d'organisation depuis 2017 de ce rallye. Donc, c'était la première fois qu'il revenait sur le devant de la scène. Un rallye que j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Les spéciales sont magnifiques, très, très variées. Il y a énormément de portions différentes qui vont de l'asphalte un peu qui rappelle la Catalogne avec des portions qui sont très larges, très lisses, où c'est vraiment de la trajectoire, et d'autres endroits dans une même spéciale avec des portions beaucoup plus sinueuses, très bosselées. On a vu des sauts assez impressionnants pour des manches sur asphalte. Qui rappelle là plutôt typiquement, on va dire un peu un San Remo, un Tour de Corse par moment, avec tout ça, des revêtements, des asphaltes, du tarmac qui est complètement différent. On a vu beaucoup de gravier à certains endroits. Il a énormément plu les dernières semaines. Ils avaient aussi préparé beaucoup les routes autour dans les virages pour éviter justement que ça creuse trop. On a vu des pylônes à certains endroits qui étaient placés, des petits poteaux qui étaient placés pour éviter de trop couper. Non, un très très beau challenge. Je dirais un sans faute au niveau de l'organisation. Si ce n'est que ça devait être un rallye à huis clos et on s'est vite rendu compte dès la cérémonie de départ qu'il y avait des spectateurs de partout. Donc ça fait du bien de revoir du monde sur les spéciales. On espère que ce ne sera pas un nid à Covid malheureusement et que le pays n'en paye pas les conséquences dans les prochaines semaines, mais en tout cas un très très beau rallye un beau challenge je pense, pour les équipes. Écoute, on est gâtés là en ce début d'année avec 2 nouveaux rallyes qui font leur entrée et qui ont fait l'unanimité tout de suite. Moi, j'ai envie de dire ça. L'Arctique, ça avait été un spectacle vraiment fabuleux. On en avait parlé ensemble. Là, écoute,
Oui, le décor faisait assez Europe de l'Est, j'ai trouvé, mais c'était assez inattendu, effectivement, avec des profils de spécial pas forcément attendus, qu'on découvrait, avec un pays finalement qu'on redécouvrait aussi. Alors moi, ce que j'aime pas toujours, je sais pas ce que tu en penses, et c'était le cas quand elles étaient télévisées ce samedi, là, les petites spéciales qui font 4 minutes en durée, tu vois ce que je veux dire. Bon, t'as toujours le sentiment que des fois, c'est à mi-chemin entre la super spéciale et une vraie spéciale, et tu peux peut-être t'interroger. Non, pas toi? Oui, d'un point de vue sportif et pour les passionnés, c'est sûr que c'est pas le top. Ça change quand même des spéciales Mickey Mouse dans les stades Ouais. qui sont vraiment des spéciales spectacles où là il y a vraiment tout à perdre et pas grand-chose à gagner. Là, c'est des portions de route qui effectivement sont facilement regardables, très faciles à diffuser également pour les promoteurs. Donc je dirais si c'est le prix à payer pour qu'il y ait un peu plus de médias, de télévision, de médiatisation, ben voilà, il y avait quand même d'autres gros morceaux de bravoure à certains endroits. Donc c'était super intéressant. Et puis il faut pas oublier aussi pour les équipes et pour ajouter au challenge que c'était quand même la première manche, on va dire 100% asphalte sec Mhm. depuis l'Allemagne 2019 Oui, oui. quasiment. Puisque après, il y a eu certes Monza l'année dernière et le Monte-Carlo, mais bon, on Mhm. connaît les conditions qu'il y a eu. Il y a eu le Monte-Carlo cette année. Donc c'était vraiment tout nouveau et ça a été super intéressant de voir l'adaptation des pilotes à leurs nouvelles autos sur de l'asphalte sec, quoi. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Et puis je vais nuancer moi-même en disant que la journée du dimanche, là, elle était costaud. Et Oui, parfois, c'est ce qui manque aussi. La journée du dimanche, bon, tout le monde globalement attend la Power Stage avec 3 petites spéciales avant qui ont pas grand intérêt. Là, il y avait 2 fois 25 kilomètres avant. Oui, non, oui, ça devait avoir un vrai rôle à jouer ce dimanche matin. Donc, et d'ailleurs, ça a été le cas, hein. Il s'en est passé des choses. Alors, juste pour conclure sur la géographie, j'ai envie de dire, bah, Guillaume, toi, ça te donne un petit peu quand même un petit aspect, comment dirais-je, mal au cœur par rapport à la France. Hein, t'as pas Ah ressenti oui, ça? oui, bah si, tout à fait, tout à fait. Ben, déjà, voilà. Euh, En France, là, ces temps-ci, depuis quelques temps, c'est vrai il y a aucun rallye qui se passe. Il n'y a aucun événement sportif de manière générale. On voit que les autres pays arrivent quand même à le faire. Et d'un point de vue rallye, bah, c'est vrai que bah, la semaine dernière, ça devait être le rallye du Lyon-Charbonnière. Étant à Saint-Étienne, c'est un rallye auquel j'ai pu aller depuis que je suis tout petit. Donc le fait qu'il soit bah, déjà reporté, en plus ils l'ont annoncé cette semaine qu'il allait être annulé, bah, c'est assez dramatique. On voit pas mal de pilotes français aussi qui émigrent sur des manches espagnoles, italiennes, qui elles ont lieu. Et même en Croatie, on peut voir le contingent de pilotes français qu'il y avait dans toutes les catégories. C'était assez impressionnant. Et même des purs amateurs qui vont là-bas pour rouler. Et c'est vrai que bah, je tenais à souligner ça parce que j'ai pas mal de connaissances aussi dans le monde des rallyes, même des petits teams, des pilotes amateurs bah, le rallye, ça fait vivre du monde, ça fait vivre des préparateurs, ça fait vivre des teams, comme tous les autres sports. Et le fait de ne pas pouvoir le faire, d'être mis un peu à l'arrêt comme ça, bah, ça va pouvoir avoir des conséquences sur le court terme. Et voilà, je voulais juste avoir cette pensée à toutes ces personnes et aussi aux hôteliers, aux restaurateurs enfin, qui travaillent pour ces événements. Euh, et, et voilà, en espérant Bah, que ça puisse repartir le plus vite possible. La santé avant tout, c'est sûr, mais là, ça commence à être très long pour beaucoup de monde. oui, oui, tu as tout à fait raison, bien sûr. Alors, si on revient sur le déroulement donc de ce rallye de Croatie, j'ai envie de démarrer par la fin. On est à quelques minutes du début de la Power Stage. Dans quel état d'esprit étais-tu? Est-ce que tu croyais vraiment que Sébastien Ogier pouvait reprendre ses 3 secondes 9 à Elfyn Evans? Honnêtement, à la régulière, non. Je pensais pas qu'il puisse le faire. Il fallait compter sur une petite erreur de Evans et puis aussi de Neuville aussi, hein, qui était quand même très proche. J'étais assez convaincu qu'il allait aller chercher la power stage Maximum, dans les ouais. premiers temps et puis donner le maximum en ayant peut-être certainement mis un petit peu de pression à son coéquipier avant la spéciale en lui faisant bien comprendre que de toute façon il allait aller la chercher. Mais quand on voit l'état de la voiture, quand on voit Julien Ingracia avec les lunettes, parce qu'il y a de l'air, il y a de la poussière qui rentre dans la voiture, on y reviendra. Mmh. Mais bon, on
pense pas que ce soit possible, mais par contre, dès les premiers kilomètres, on voit qu'il attaque mais comme un fou par rapport aux autres, À un moment donné, il manque de perdre la voiture. Hein. Oh là là. Oui, le coup de raquette qu'il Oui. prend là, sur une mini-bosse à côté d'une maison, c'est impressionnant. Mais on voit qu'il est vraiment, vraiment à l'attaque. Et dès les premiers partiels, c'est juste démentiel. Et, euh, et voilà, quand Evans fait sa petite erreur dans le dernier virage, Ouais. on se demande encore si c'est jouable ou pas. Et puis, enfin, je t'avoue, oui, que chauvin comme je le suis, et voilà, j'ai eu cette petite explosion de joie quand j'ai vu le chrono passer à un peu plus de 4 secondes. Donc, c'était vraiment beau. Forcément qu'on a l'affection pour Sébastien, qui est notre supra champion du monde, c'est sûr. Alors, ce qui est fou, c'est que Neuville, à la rigueur, on pourrait dire un peu qu'il a craqué quand même. Bon, là, 8 secondes, on n'y croyait pas, mais enfin, fallait voir jusqu'à quel point Neuville n'allait pas nous faire quelque chose. Bon, il se loupe à cette petite intersection, c'est vrai qu'elle est bizarre, parce qu'on voit bien que la route, elle est compliquée. Et Evans, alors, bien sûr, il y a ce dernier virage où, quoi qu'il arrive, c'est fini. Mais avant, quand on voit les premiers splits, on se rend compte qu'Evans, il est en grand danger. Hein. Il y avait déjà une grosse inquiétude avant qu'il fasse sa petite erreur. Ah oui, oui, oui. Jusqu'à la moitié de la spéciale, je crois qu'il est à 2 secondes 8, 2 secondes 7, quelque chose comme ça. Il pouvait pas en perdre plus de 3 secondes 9. Donc on se dit oui que ça peut le faire, mais par contre sur le tout dernier split, il reprend quasiment 8 ou 9 dixièmes. Donc là, voilà, moi personnellement, je m'étais dit bon bah ça y est, ça va se jouer à la seconde, mais il va rester devant. Et puis il y a cette toute petite erreur dans le dernier virage où il craque un peu et où il perd ces quelques dixièmes de seconde supplémentaires, ce qui est rageant pour lui. Hein. C'est la troisième arrivée la plus serrée dans l'histoire du WRC. Et Evans, ne serait-ce que l'année dernière ou il y a 2 ans, il perd déjà de 7 dixièmes. Donc là, de perdre de 6 dixièmes, je pense que ça fait un peu mal au casque, 2 fois sur asphalte en plus. Oui, sans parler évidemment du drame de perdre le championnat du monde à Monza aussi sur une erreur face à Ogier. Non mais tu vois ce que je veux dire? Jusqu'à quel point maintenant Ogier, effectivement, mais ça a toujours été un peu sa personnalité d'être très fort et de mettre la pression. Et c'est pas pour rien qu'il est septuple champion du monde, bien sûr, mais là on a vraiment le sentiment qu'il y a un jeu mental auquel il gagne toujours, quoi. Il arrive à rentrer dans les têtes, un peu comme Hamilton avec un Bottas, je pense, ou comme Schumacher pouvait le faire aussi avec certains adversaires d'autres écuries. Voilà, c'est la partie mentale, c'est le jeu de poker, c'est quand il y a eu cet accident, qui aurait cru honnêtement qu'il puisse encore être dans la course pour le podium? Alors pour le podium, certes, mais pour la première ou la deuxième place. Voilà, même moi, quand j'ai vu les temps des 2, 3 premières spéciales de la journée, je me suis dit, mais bon, voilà, malheureusement, ce sera une troisième place. Et puis, ils arrivent à aller chercher ça. Alors, il y a des pro-Ogier et des anti-Ogier, hein, que ce soit en France ou ailleurs, mais on peut juste être admiratif de ce qu'il a réussi à faire hier. Oui, non, il y a un tel sens de la compétition et de la réussite, entre guillemets. Et je l'ai souvent dit, hein, au niveau sport français, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Moi, je vois un Teddy Riner, oui, peut-être. Tu vois, il faut élargir pour voir le statut qu'a et la stature qu'a Ogier dans son sport par rapport à une domination mentale. On n'est pas habitué à voir ça en France, effectivement. Et Ogier, il est un peu une anomalie, moi, je trouve. Hein. Oui, t'as des Riner. Moi, je suis un grand fan. T'as un Fourcade aussi, Marcel Fourcade, qui est exactement pareil. Voilà, c'est vrai que c'est ces sportifs-là qui arrivent à se dépasser, à se surpasser, qui ont la passion pour leur sport, la passion de la victoire aussi. Et c'est ça qui les drive et c'est ça qui les fait avancer. Et l'horreur de la défaite, voilà, c'est des choses que parfois nous en France on prend ça comme de la prétention, comme d'être trop sûr de soi. Un Tony Parker, c'est exactement la même chose. Et par contre, aux États-Unis, voilà, c'est des choses qui sont communes, pardon. Mais nous, en France, on a un petit peu de mal avec ça. C'est dommage, mais voilà, ça fait partie du jeu, le mind game, comme ils appellent ça. Voilà, il sait le manier à la perfection.
Bah, Voilà. ah oui, non, il nous a encore fait une démonstration à ce niveau-là, c'est incroyable. Dis donc, tu parles de Tony Parker, dis donc, là, en te voyant, là, par écran interposé, il y a un petit air de ressemblance, hein, je dirais, hein, dis donc. Ouais, pas dans le jeu, en tout cas, peut-être. Mais j'en étais bien loin dans mes carrières basketballistiques. Ouais, non, non. Mais je suis fan aussi. Voilà, bon. Fin de la parenthèse. Ah, mesdames et messieurs, nous sommes dans le direct, hein, au moment de l'enregistrement de cet épisode. Il n'y a pas de problème. Alors, on va quand même revenir sur cette étonnante histoire et affaire de cet accident de Sébastien Ogier dans la liaison, effectivement, parce que ça fait tellement partie de ce final d'Australie que oui, là, il faut en parler. Puis même là, ça m'intéresserait vraiment de savoir ce que tu en pensais. Alors, tu as vu comme moi l'image. On voit effectivement quelqu'un avec son portable qui filme et bon, alors, c'est vrai qu'on a le sentiment que la BMW, il nous fait je sais pas quoi, là, parce que tu as vu, il double tout le monde par la droite quand même de manière rapide. Et ça me semble un peu limite de sa part. Mais faut avouer que Seb nous fait aussi une manœuvre en se mettant aussi complètement sur la droite et qui a l'air un peu bizarre aussi, non? Oui, alors moi j'ai un peu de mal à dire qui. Alors c'est vrai que qui est responsable parce que Ogier veut se garer justement sur cet arrêt de bus. Hein, c'est un arrêt de bus, donc il veut se garer. Je sais, on voit pas sur la vidéo s'il met son clignotant ou pas pour aller s'y mettre. Alors certes, dans le code de la route, il n'a pas le droit, mais bon, il se met quand même sur la droite pour s'arrêter. Et la voiture effectivement civile qui déboîte sur la droite à pleine vitesse, Ouais. Elle a absolument pas à rouler et à dépasser par la droite déjà, à rouler sur l'arrêt de bus. Elle arrive très très vite. Donc oui, les torts sont partagés très clairement. Après, les dégâts sont assez importants sur la Toyota de Sébastien et Julien. Et puis après, il y a tout ce qui s'ensuit, hein, les petites polémiques concernant le fait que est-ce qu'il avait le droit de repartir ou pas, est-ce qu'il a fait un délit de fuite, est-ce qu'il a grillé un feu rouge, enfin, j'en passe et des meilleurs, il y a un peu de tout. Moi, je pense que d'un point de vue légal, tout a été fait dans la légalité. Il y a eu des sanctions qui ont été administrées, puisque en fait, pour expliquer très rapidement, donc Sébastien et Julien se sont arrêtés, ils ont échangé avec le passager de la voiture pour être sûr qu'il n'y ait pas de blessés, etc. Ils étaient à côté du parc d'assistance, donc il y a un membre de l'équipe, là, Jarmo Lehtinen, le directeur sportif de Toyota, qui est venu les rejoindre. Chose interdite dans le règlement sportif de la FIA, puisque à la sortie du parc, on ne doit pas être en dessous de 1 km de la voiture qu'on suit. Ah d'accord. Donc voilà, histoire de ne pas porter assistance de manière interdite. Donc effectivement, Jarmo Lehtinen vient. Il y a des problèmes de langue aussi, puisque les gens ne parlent pas forcément très bien anglais là-bas. Les policiers arrivent. Donc Sébastien et Julien donnent les papiers, le permis, etc. et mandatent Jarmo Lehtinen pour faire le constat amiable. Chose qui est parfaitement légale, puisque étant donné qu'il n'y ait pas de blessés, même la police n'était pas obligatoire, n'avait pas à venir. Donc c'est pour ça qu'ils se mettent d'accord, ils discutent, ils se mettent d'accord, Ogier repart, et il y a un policier sur la vidéo qui se met en obstruction pour l'éviter de partir, parce qu'il ne sait pas, lui, qu'effectivement ils se sont mis d'accord et qu'ils doivent repartir. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu cette vidéo qui peut poser question en disant il a fait un délit de fuite parce qu'il a essayé d'écraser un policier, etc. Bon, on sait comme ça peut partir sur les réseaux sociaux. Effectivement, après, il grille un feu rouge au moment de repartir. Bon, voilà, il a été sanctionné. Ils ont 7 000 euros d'amende plus 5 000 euros pour le feu rouge. Plus une sorte de suspension un peu en sursis. Voilà, oui, alors ça par contre c'est important parce que si jamais il y a un accident qui se reproduit sur la route, etc. cette année, il aura quand même un rallye de suspension. Donc certes, ils ont été un petit peu souples, on va dire, cette fois-là, mais la prochaine, ils ne le seront absolument pas. Mais bon, je crois que tout est bien qui finit bien, puisque hier soir, ils ont fait une communication avec les policiers au poste de police, ils sont allés les rencontrer, ils ont discuté avec eux, ils ont fait des excuses sur le comportement qui a pu paraître un peu trivial parfois. Il y a une question de temps, Guillaume. C'est évident qu'à un moment donné, ils ont commencé à paniquer. Enfin, tu vois ce que je veux dire, en se disant, il faut qu'on y aille. Là, c'est évident que ça a joué. Ouais. Mais ça les excuse pas. Ça les excuse pas non plus. C'est le règlement pour tout le monde. Donc certes, oui, ils étaient dans la panique, ils devaient repartir. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pour pouvoir repartir dans les temps, chose qu'ils sont arrivés à faire. Après, voilà, il y a ces points de règlement, le code de la route qui est le même pour tout le monde, que ce soit Ogier, que ce soit Madame Durand qui allait acheter ses courgettes.
c'est pareil pour tout le monde. Donc voilà. Mais les choses ont été faites intelligemment, je pense. L'affaire est close. C'est pas comme du tout Tanak qui roulait sur 3 roues où là, ça posait problème de sécurité au Monte-Carlo. Voilà. C'est d'autres choses. Bon, ben, en tout cas, bien sûr, on a envie un peu de défendre Sébastien parce que voilà, c'est comme ça. Mais ce qu'on vient de dire, c'est qu'on ne le défend pas non plus mordicus. Je veux dire, il a été effectivement un peu limite, sans doute dans son comportement. On le voit, c'est avec certainement des circonstances, mais il a été puni. Et il est sous le coup de 2 sanctions avérées, pécuniaires, qui sont pas n'importe lesquelles non plus, et une sanction réglementaire qui est maintenant un peu une épée de Damoclès. Donc, on n'est pas en train non plus de le défendre sans regarder tout le spectre. Oui, il y a eu sanction, il y a eu pénalisation, c'est pas anodin. Hein, et sa plus grosse sanction, ça a été pour lui-même. Quand on voit l'état de la voiture dans laquelle elle repart, c'est pas du tout la voiture qu'on voit juste derrière toi. Là, hein. Le côté droit est complètement amoché. Ils sont obligés de s'arrêter derrière pour rescotcher comme il peut. Il y a de l'air qui rentre dans la voiture. On voit Julien Ingrassia, il roule avec des lunettes. Un masque de motocross pour pouvoir lire les notes, parce qu'il y a énormément de poussière qui rentre. Il n'y a plus aucune aéro sur l'avant droit. Donc dans les portions rapides qu'il pouvait y avoir, il y avait un impact fort. Et voilà, à ce moment-là, il était plutôt parti dimanche matin pour gérer un petit peu l'avance qu'il avait, et on se demandait même s'il allait avoir une bagarre ou pas. Et on s'est vite rendu compte que Evans en a très rapidement profité, Neuville aussi, et que ça a été une vraie bagarre à 3. Ah ouais. Mais l'ingénieur que tu es, tu t'es forcément un peu transféré, si j'ose dire, en mode je vois les dégâts sur la voiture, et en admettant que je dois m'en occuper de cette voiture, bon, t'aurais été un peu affligé, enfin, tu disais c'est foutu. Ah bah clairement. Vu l'impact aéro qu'il y a sur ces nouvelles WRC, on ne pouvait pas imaginer qu'ils puissent continuer à faire des temps comme ça, notamment sur des portions de route qui étaient quand même assez rapides sur la spéciale de 25 km, où l'aéro a un vrai impact et pose vraiment à l'avant de la voiture. Là, en plus, c'était une voiture qui était déséquilibrée, puisque c'était que sur l'avant droit qu'il n'y avait plus ces appendices aéro et pas sur l'avant gauche. Voilà, on peut se poser des questions aussi sur le système de refroidissement. Est-ce qu'il n'y a pas une durite quelque part qui a pu sauter ou autre? Alors, le choc était plutôt latéral, donc voilà, les voitures ont glissé plus l'une sur l'autre qu'il y a eu une collision. Mais ça reste fou quand même les temps qu'ils sont arrivés à faire avec ces dégâts-là. Ouais. Et Ingrassia, il se balade tout le temps avec ce genre de lunettes. Elles sortent d'où ces lunettes? Non mais attends, c'est dans le pack de réparation, hein, parce que ils ont des petites perceuses, des petites meuleuses au cas où il y a des réparations à faire. Donc effectivement, il y a ces lunettes-là. Et puis, ne serait-ce que si le pare-brise se casse, on l'a vu à plusieurs reprises, hein, un impact dans le pare-brise ou un tonneau, il se casse, ils ont les lunettes pour pouvoir rouler sans le pare-brise, sans la vitre latérale ou ce genre de choses. Donc non, ça c'est pas étonnant qu'il l'ait dans la voiture. Ok, non, tu vois, on ne connaît pas tous ces petits détails, mais très très bien. Bon, écoute, alors on va passer en revue un peu d'autres pilotes et d'autres faits marquants. Si on reste chez Toyota, on a parlé de Ogier, on a parlé d'Evans, oui, qui a cédé face à son chef de file, j'ai envie de dire. Et Romain Perra, alors, qui se crache au bout de 3 km tout de suite, comment t'avais vécu ça, toi? C'est la grosse déception côté Toyota, sinon ils font le rallye parfait. Mais c'est vrai que Romain Perra, dommage, on aurait aimé voir ce qu'il donnait sur asphalte. Manque d'expérience, je dirais. Première fois qu'il ouvre la route, plus jeune pilote à être en tête d'un championnat du monde. Il arrive dans ce virage avec une adhérence qui est très très précaire, qui changeait énormément avec la poussière. Et puis il sort de la route. On voit Ogier qui passe 2 voitures derrière et qui se fait la même chaleur. Et je pense d'ailleurs que si Rovanperä ne sort pas, c'est peut-être Ogier qui sort. Parce qu'à mon avis, il a dû voir les traces aussi et il a dû se dire oula, il faut que je fasse attention, que je lève un petit peu plus, et ça passe, mais très très limite. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est décevant pour Calais et Rovanperä, surtout le fait qu'ils puissent pas repartir le lendemain. Bon, quand on a vu le crash, on s'est vite rendu compte que ça repartirait pas. Hein. Ouais. Mais ouais, dommage. Il fait un 0 pointé qui va lui coûter cher.
Ouais, il passe directement, tu le sais, de la première à la 5e place au moment où on se parle du championnat et il est maintenant à 22 points de Sébastien Ogier, effectivement. Là, il retombe de haut, j'ai envie de dire, pour ce jeune dont on sait qu'effectivement le tempérament va vouloir qu'il reparte à fond, mais oui, c'est la jeunesse hein, qui a tendance à se former. On Bon, pourra refaire un petit point aussi après, mais c'est vrai que pour les prochains rallyes, par contre, c'est plutôt bien pour lui parce qu'il va c'est partir un ça. petit peu plus en arrière sur les manches à terre. Donc peut-être un mal pour un bien pour lui, on verra. Ouais, ouais, on est d'accord. Alors, si on en vient au chapitre Hyundai, on a évoqué Neuville qui nous fait un bon boulot et qui fait, t'as vu, sa troisième place consécutive. Ouais. Ce qui est bien, plus que régulier, on peut pas dire le contraire. Il est deuxième au championnat à 8 points maintenant de Seb Aouchier, au 7 de Seb, mais bon, c'est sûr que non, ça gagne pas. Mais enfin bon, admettons que ce soit bien. Chez Hyundai, comment? Toi aussi, là, c'est l'ingénieur qui va parler. Comment se plante-t-on comme ça sur un choix de pneus le samedi pour toute l'équipe? T'as déjà vécu ça, toi, de l'intérieur, des erreurs, effectivement, prises qui affectent tout le monde? Ouais, on va dire côté Skoda, on se rappelle un peu ce qui s'était passé au Monte-Carlo aussi en 2011 où c'était presque les seuls à pas partir sans les pneus neige alors qu'ils avaient le rallye gagné. Bon, bah là, c'est vrai qu'effectivement, difficile à comprendre ce qui s'est passé chez Hyundai. Parce que certes, faire des erreurs, ça arrive, hein, faire des paris aussi, ça arrive aussi. Hein, de partir, là, ils ont souhaité partir en soft sur toute la boucle. Euh, ce qui est étonnant, c'est que tout le monde soit mis dans le même. Enfin, ils aient mis tous les œufs dans le même panier. Ouais, Que ce soit Tanak, Neuville ou Breen, et même Loubet hein, est parti également. Tous sont partis avec des softs plutôt que les durs, ce qui était clairement pas le bon choix. Et puis bah, ils ont traîné leur peine toute la matinée et ils ont pris des dizaines de secondes chacun par rapport aux autres. C'est plutôt ça qui est incompréhensible, le fait que tout le monde était vraiment sur la même stratégie alors qu'ils n'avaient pas les mêmes choses à jouer. Hein. Neuville était clairement dans le coup, Tanak ouais. remontait un petit peu après une journée de vendredi très compliquée, il se remettait un peu dans le rythme. Mais voilà, c'est ça qui est un peu étrange. Est-ce que tu crois que ça peut déboucher en interne et pas devant tout le monde, des discussions de crise entre Hyundai et Pirelli? Ou est-ce que c'est que Hyundai qui doit assumer, si j'ose dire, tu vois? Alors là, après, je suis pas dans le secret des dieux, mais non, je vois pas pourquoi Pirelli aurait quelque chose à voir là-dedans. Ils font leurs préconisations en fonction de la météo, mais qui sont les mêmes pour toutes les autos. Après, c'est plutôt en interne. Est-ce qu'un pilote a dit, bah, moi, je préférerais partir avec des durs, et on lui a dit, bah non, on part avec des softs, fais comme les autres, on est certain de nous. C'est là où plutôt il va y avoir des discussions en interne chez Hyundai. Aujourd'hui, non, je vois pas bien. Non. La voiture semblait bien, Mhm. au moins pour Neuville en tout cas. Oui. Ils avaient fait ouais, elle semblait bien un peu sur tous les types de spéciales. Il y avait des bons temps qui étaient faits et Neuville, je pense qu'il perd clairement le rallye sur cette boucle-là, hein, malheureusement. Ouais. Ouais, samedi matin, ouais, c'est sûr. Ah oui, non, mais c'est évident. Alors c'est vrai que Tanak nous a semblé un peu en dedans. On connaît quand même le caractère de notre champion du monde 2019. On sait qu'il a bien gagné, il avait bien gagné l'Arctique. C'est vrai que là, il a semblé être toujours derrière le top 3 et jamais en mesure de faire mieux. Ça t'a pas un peu étonné? Si, il était un peu dans un no man's land, on va dire, Tanak. Il a jamais été dans la bagarre pour le podium, avec des temps qui étaient corrects, qui s'amélioraient sur le vendredi après-midi. C'est pour ça qu'on espérait qu'il remonte un peu et qu'il refasse son retard sur la tête le samedi. Et puis malheureusement, il y a eu ce choix de pneus. Il a toujours été bien devant les autres, hein, derrière, les Katsuta, les Fourmeaux et autres dont on parlera par la suite, mais toujours assez loin des trois premiers. Oui. Donc voilà, un rallye un petit peu compliqué. Il finit à sa place, quatrième. Voilà, pas de drame, pas de vague. Le fait qu'il marque pas de points, par contre, dans la Power Stage, facile, il en marque juste un. Voilà, ça ajoute au débours qu'il a à la fin de ce rallye. Et par contre, bah, moi j'ai été surpris par Breen. Vas-y, Breen, dis-moi. bah, Dans le voilà. mauvais sens. Ouais, oui, nulle Oui, part. ah Nulle bah oui, part. c'est ça, Sur oui, tout le je croyais rallye. que tu allais me dire l'inverse, oui, oui. Ah Oui. non, j'ai été très très surpris. Mm. Je m'attendais à beaucoup mieux de sa part, surtout que, bah, en fait, il y a eu
des préparations un peu différentes entre Toyota et Hyundai. Toyota a fait le choix de faire 3 jours d'essai sur place en Croatie pour faire des essais, pour tester sur des routes très similaires au rallye, alors que Hyundai a fait plutôt le choix de faire, faire des rallyes, notamment en San Remo la semaine ou 15 jours précédemment, où Brin avait pour le coup brillé, avait remporté la catégorie R5. Neuville et Tanak avaient remporté le WRC, donc voilà, ils étaient plutôt sur une bonne lancée. Et là, à part Neuville qui a surnagé chez Hyundai, ça a été compliqué pour eux. Ouais. Ah oui, et c'est vrai que Brin, c'est vraiment son péché mignon, si j'ose dire, c'est cette... Évidemment, là, je fais ma critique facile, mais c'est cette inconstance, effectivement. Ouais. C'est vrai qu'il toute sa carrière, et quand j'étais moi-même sur le terrain, tu avais le sentiment que Brin, il pouvait nous remporter la spéciale suivante, et puis la spéciale d'après, il allait faire 6. Ça fait souvent le yo-yo, Brin, c'est étonnant. Hein. Ouais, surtout sur ce rallye, il a été plutôt constant dans le fait qu'il a été plutôt très moyen. Et encore une fois, voilà, c'est pas une critique, c'est juste un constat, malheureusement. Et on peut se poser la question là de Hyundai, pourquoi ne pas avoir mis Sordo Sordo, un spécialiste de l'asphalte. Voilà. Parce qu'on sait qu'il va faire les 2 suivants Sordo, parce que globalement, je dis pas que c'est chez lui, mais enfin, tu vois ce que je veux dire, Portugal, Sardaigne, je sais pas si ça joue, et que du coup, ils se sont dit, on va pas lui en mettre 3 de suite, et que Brin, il faut bien aussi qu'il soit occupé d'ici là. Enfin, je vois pas d'autres. Moi, j'aurais plutôt vu un Sordo sur la Croatie qui enchaîne avec le Portugal. Et puis la Sardaigne pour Brin. Alors c'est vrai que Sordo a déjà gagné en Sardaigne, mais bon, c'était quand même sur un coup du sort avec Tanak qui avait cassé sa direction dans la dernière spéciale. Ouais, mais voilà, sur de l'asphalte, j'aurais plutôt vu Sordo que Brin. Ouais, tout à fait. Alors on en vient à nos petits Français parce que ça devient un chapitre régulier de nos interventions parce que ils sont là de plus en plus les Pierre-Louis Dubé et surtout là j'ai envie de dire, je le dis tout de suite même, les Adrien Fourmeau qui écoute, je vais te laisser démarrer. Moi, j'ai trouvé l'écran. Et vas-y, dis-moi ce que tu as pensé. Je rappelle qu'il fait 5 à 3 minutes. Mais enfin, excuse-moi, mais il a eu un petit souci, on le sait. Mais attends, pour moi, c'est fabuleux ce qu'il a fait. Il fait partie des tops des tops du rallye, très clairement. Si ce n'est le top du rallye, si Ogier nous avait pas sorti ce final incroyable. Mais Adrien Fourmeau, oui, très clairement, la révélation du rallye. Première manche sur une WRC. Sur une manche, certes, ça l'a un petit peu aidé ou que tout le monde découvrait. Ça, voilà, c'est quelque chose. Il est parti sur un pied d'égalité avec tout le monde, donc ça a joué un petit peu en sa faveur aussi. Une position sur la route aussi qui l'a un peu avantagé parce que notamment le samedi, puisqu'il partait dans les premiers, et on sait que sur ces routes qui se sont énormément salies très rapidement, partir dans les premiers, ça pouvait avoir un avantage. Mais n'empêche que il va quand même faire 2 deuxièmes temps au général dans des spéciales où il y a la bagarre au maximum. Le samedi matin, c'est juste le moment où les Toyota essayent de creuser sur les Hyundai qui sont un peu en perdition avec leurs pneus. Il a choisi ses spéciales, il a fait les chronos dans cette même spéciale 2 fois, donc ce qui prouve qu'il était vraiment à l'aise, que quand il a décidé d'attaquer, il attaquait. Et puis du coup, une performance majuscule. Dommage qu'il fasse cette erreur dimanche matin qui lui fait perdre 1 minute. Dans son malheur, ça lui fait perdre 1 minute, mais il perd pas de place, il abîme pas trop la voiture, il finit 5e. Tout simplement le meilleur des autres. Le meilleur du reste, si on enlève les 4 prétendants au titre, c'est le meilleur de tous. Avec une Ford qui a marqué de gros points aussi. Ils ont eu une grosse évolution moteur sur ce rallye et ça paye parce qu'on voit que même Greensmith qui certes fait encore un rallye à la Greensmith, mais qui s'est quand même rapproché des temps des autres autos. Donc on voit que la voiture a fait un très gros step en avant. Et ça, je pense que c'est plutôt rassurant et j'espère qu'on reverra Adrien Fourmeau et Renaud Jamoul très rapidement sur une WRC. Je m'appelle Malcolm Wilson, je sais que Greensmith il est là et que anglais, contexte global, il est là. Bon, d'accord.
là, je suis persuadé d'avoir eu raison de titulariser Adrien Fourmeau, et j'ai qu'une envie, c'est de le remettre. Enfin, je pense que tout le monde pense ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et puis d'autant plus sur une manche de terre, voir un peu ce qu'il peut donner. Moi, oui, effectivement, on est Malcolm Wilson, on n'a qu'une seule envie, c'est de le remettre rapidement. Oui. Moi, si je veux rêver, on met Fourmeau et peut-être Suninen, et encore mieux, parce que Suninen a quand même fait ses preuves, il ne marque pas des points en plus sur ce rallye-là, on y reviendra peut-être sur le WRC2, mais on met un Fourmeau, un Mikkelsen en line-up pour l'écurie officielle, et puis Greensmith sur une troisième voiture pour qu'il puisse se rouler. Je pense que ça peut faire des jolis résultats sur cette année, et surtout, ça peut être très très bien pour développer la voiture de 2022. Oui, mais on est bien d'accord. Surtout qu'alors en plus, petit détail, mais tu as particulièrement aimé, je crois, la voiture au niveau de son look, de celle d'Adrien Fourmeau. Oui, non, très clairement, s'il faut donner une note, là, c'est un 20 sur 20 sur la déco de la Fiesta de Fourmeau. Alors la Fiesta déjà est pour moi une voiture magnifique en WRC, si ce n'est la plus belle. Alors avec la déco que Adrien pouvait avoir ce week-end, c'était juste, moi je la trouvais vraiment magistrale, très très belle, et tu connais ma passion pour les miniatures et notre exposition qu'on a sur Saint-Étienne, donc Auto Mini Racing, je le rappelle. On va être très très content de pouvoir la monter et la voir dans nos vitrines très rapidement, en espérant pouvoir inviter Adrien très rapidement aussi à venir nous voir, et avec tous les téléspectateurs et auditeurs de l'Afterlap. Ouais. Bon, alors ça va se réinstaller quelque part, l'expo Auto Mini Racing. Il y a des bons espoirs pour un peu cet été qui arrive, où on sent bien que ça va déconfiner. Enfin, tu vois, forcément. Oui, on espère très rapidement que ça puisse réouvrir là, avec le confinement. Donc voilà, si vous voulez avoir toutes les infos, ce sera sur Instagram, sur Facebook, Auto Mini Racing, sur le site internet aussi. Et puis voilà, on vous tiendra au courant. Il y a des concours, il y a ce genre de choses. On essaye de communiquer au maximum pour se retrouver entre passionnés le plus vite possible. Bon, tu nous tiens au courant, bien évidemment. Évidemment, avec les mentions, oui, on va essayer de suivre ça. Mais c'est vrai que, alors, cela étant, tu as raison, une Fiesta, oui, ça a plus de gueule, je le dis, qu'une Yaris. Même si, évidemment, Toyota, c'est super pro, et puis il y a les meilleurs, mais c'est vrai que ça le fait pas complètement au niveau look. C'est différent. C'est différent. Et puis oui. Alors après, si on continue sur les Français, je pense que tu voulais peut-être parler de Pierre-Louis Loubet. Alors, je suis encore déçu. Encore un petit peu déçu, mi figue mi raisin. Je craignais que tu me dises ça, oui, tout à fait. Alors, on aimerait tellement que ça aille mieux, que ça fasse des étincelles comme pour Adrien Fourmeau, par exemple, mais il y a toujours ce petit détail qui cloche. Là, ça fait quand même 3 sorties en 3 rallyes. C'est ça. C'est ça qui fait mal, quoi. C'est pour la confiance, on sait que c'est un cercle un peu vicieux. Il veut l'attaquer. J'entendais son papa Yves Loubet qui expliquait que dans la spéciale où ils sortent, effectivement, il s'était mis d'accord avec son ingénieur pour dire allez, on attaque, on sort tout sur cette spéciale-là, on va aller chercher un temps. Et malheureusement, il y a une petite erreur et ça finit dans le fossé, et c'est un petit peu loin, et c'est dommage parce qu'il y avait une belle 6e place qui était à sa portée le samedi soir. Ouais, dommage. Alors, on est tous un peu embêtés, quoi, parce qu'on voit bien que l'envie, elle est là, on voit bien que la vitesse, elle est là aussi, mais il y a un petit sentiment de corde raide et d'incertitude qui fait qu'effectivement, ça capitalise pas, quoi, et du coup, c'est ça, et à sa décharge, par contre, c'est vrai que ces 3 manches qu'il découvrait complètement, notamment découvrir un Monte-Carlo sur une WRC pour une première manche de championnat du monde, c'est pas un cadeau. Là, la Croatie, c'est pareil, il découvrait comme tout le monde. Alors voilà, moi je vais dire, on va attendre encore un petit peu de voir ce que ça peut donner sur les rallyes terre. Il va arriver sur 2 rallyes, Portugal, Sardaigne, où là il connaît. Il a déjà fait ses rallyes, il connaît bien la voiture maintenant. Il va certainement avoir quelques essais aussi à faire avec Hyundai. Donc voilà, encore un petit peu le bénéfice du doute. On sait que le rallye, c'est une question d'expérience. Et on verra ce que ça donne. Ouais. Mais oui, un petit peu déçu. Voilà.
Il manque le petit déclic là qu'on attend toujours, et au contraire, on a le sentiment que aïe, encore une sortie et que ça s'enfonce un petit peu, sans vouloir employer des mots évidemment trop graves. Mais bon, allez, Pierre-Louis, on est avec toi, mais alors, tu redresses vite la barre. Alors, en WRC2, alors écoute, moi je te cache pas, j'ai pas vraiment suivi. J'ai juste vu que ton pote Mikkelsen, qu'est-ce qui lui. À chaque fois je dis ton pote Mikkelsen, parce que alors, c'est bien que tu as travaillé avec lui, mais qu'est-ce qui lui est arrivé le premier jour? Petite sortie enfin, pas une sortie de route, mais un petit peu trop large dans un virage. Il tape l'arrière droit et puis il casse de suspension. Ah oui. Donc il passe 40 minutes dans la spéciale à réparer pour pouvoir repartir. Ils arrivent à repartir et puis derrière, ils font le rallye pour terminer le rallye, marquer les quelques points qui sont en jeu du fait du peu de concurrence sur le WRC2 et puis tout simplement marquer les 5 points de la Power Stage. Donc voilà, un rallye plat, on va dire, en WRC2 pour Mikkelsen. Par contre, le WRC2 a été, je dirais, marqué par, moi je dirais, Suninen, qui malheureusement, il n'a pas marqué des points ce week-end, parce que il se fait devancer par Rosberg à la régulière, par d'autres pilotes de WRC2 et WRC3 sur pas mal de spéciales. Donc voilà, contrairement à un Lapi qui arrive à l'Arctique et qui écrase tout le monde, y compris Mikkelsen quasiment, qui a été le seul à pouvoir rivaliser sur une R5. Là, Suninen arrive sur une R5 de la même manière. Certes, il découvre la voiture et encore, même pas, il la découvre pas puisqu'il a dû faire quelques séances d'essai avec, mais il n'arrive pas à se positionner et c'est pour ça que tout à l'heure je disais, voilà, est-ce que Suninen non plus, il n'a pas fait son temps, est-ce qu'il n'a pas laissé passer sa chance en WRC? Moi, je verrais bien plutôt un Mikkelsen qui revienne chez Ford pour développer la voiture et essayer d'aller chercher des gros temps sur les rallyes qui viennent. Parce que c'est oui, Andreas, à chaque fois que je le vois au départ d'une spéciale et qu'on redécouvre qu'il est bien en WRC2, etc., mais à chaque fois on se dit, oui, Andreas, il a sa place dans les top teams et dans les WRC, c'est évident. Lui, il nous manque vraiment. Là où un Suninen, que moi j'aime bien parce qu'il est un peu spécial et le vent de fraîcheur qu'il avait eu aussi apporté avec l'API ces dernières saisons, mais c'est vrai que c'est en train de se tasser. Ah oui. Et Ford, ils ont besoin de résultats, ils ont besoin d'aller chercher des scratchs, ils ont besoin d'aller marquer des podiums, et malheureusement, avec un Suninen, ça suffira pas, parce que même Katsuta, moi je dirais, fait partie des tops aussi que j'avais souligné ce week-end, parce que certes, il finit une troisième fois sixième, oui. mais il marque quand même 2 scratchs. Pareil, de la même manière que Fourbeau, le samedi matin, quand tout le monde est à la bagarre. Alors lui aussi est avantagé par sa position sur la route, mais pareil, dans la même spéciale, les 2 fois, il va chercher le scratch, et pas que pour un peu. Donc il commence à vraiment se positionner, à gagner de l'expérience. Et clairement, ça fait une voiture de plus qui serait devant les Ford à la régulière. Et juste avec un Suninen, j'ai du mal à voir comment ils peuvent aller chercher des gros points. Ouais. Non, Katsuta, moi, c'est vrai que bon, il est un peu le 4e Toyota, donc là, oui, c'est vrai que j'avais un peu oublié de t'en parler, mais ce qui est étonnant, c'est que, bon, pardon, comme tout japonais, il parle pas très bien anglais. Et pourtant, il est bien dirigé en anglais dans l'habitacle. Et quand j'entends les notes, c'est vrai que là, je me suis dit, mais attends, mentalement, c'est fort parce qu'il assimile bien, forcément, sinon il serait pas là où il est. Mais c'est vraiment pas un exercice facile parce que c'est vraiment pas dans sa langue natale. Ça, on peut pas dire le contraire. Hein. C'est sûr. C'est sûr. Bon, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. Je vois que oui, ça va faire encore un bon 3/4 d'épisode de l'Afterlap avec toi, Guillaume. Il va falloir que je prenne un petit sirop là parce que on a dit qu'on était en direct, donc on assumera. Mais ouais, je tousse un peu, mais je crois pas que ce soit le Covid. Non, j'ai aucun symptôme, je te rassure. J'espère pour toi. Ouais. Et puis juste peut-être un petit point sur le WRC3 parce qu'on avait quelques Français aussi qui étaient en course. Donc le WRC3 qui est remporté par le Polonais Kajetanovic, juste devant Emil Lindholm, donc le fils de Sébastien Lindholm, donc de la famille des Gronholm, qui finit deuxième, et puis surtout Johan Rossel, qui finit troisième, donc sur un joli podium avec la C3 R5 du team Saint-Éloque. Qui me tient un petit peu à cœur puisqu'ils sont de Saint-Étienne aussi, hein, mais voilà, une belle troisième place de Rossel juste devant Nicolas Siamin, également un autre Français. Donc voilà, au général, Rossel garde la tête du championnat en WRC3.
Une belle bagarre qui s'annonce. Et puis sinon, pour conclure, voilà, un très très beau rallye. Je pense qu'il a marqué des points et ce ne sera pas impossible de le revoir dans le futur. Rallye aussi marqué par le 600e scratch de Sébastien Ogier et de Julien Ingrassia. Donc voilà, qui franchissent une barre un peu mythique. Bon, Loeb est encore un petit peu on l'avait dit. Donc, 51 victoires, 83 podiums. Et puis attends, là, oui, c'est vrai que nos amis de Canal, là, c'est vrai que c'était une bonne idée de dire ça dans la Power Stage. Le nombre de victoires dans la Power Stage. Or, de mémoire, je crois que Neuville et Evans, ils en sont à 14, 15, un truc dans le genre, tu vois, c'est ça? Oui, ouais, enfin Evans, je pense pas, mais Neuville peut-être, ouais. Oui, c'est ça. Bon, oui, je confonds peut-être. Et Seb, alors, c'est pareil, c'est 50 ou je sais pas quoi, c'est ce que notre confrère a dit. Alors, c'est possible, ouais, c'est possible. 50, ouais, ça me paraît un petit peu beaucoup, mais ouais, moi j'aurais dit une trentaine, 35, sans problème, ouais. Ouais, mais tu vois, c'est aussi révélateur, parce que la Power Stage, il faut la gérer, hein, faut aller les chercher. Faut avoir confiance en son pilotage, en le fait qu'on puisse attaquer sans sortir de la route et tout perdre sur la dernière spéciale. Donc non, encore une fois, ça marque les esprits, ça place encore le bonhomme au niveau d'un Loeb ou juste en dessous en fonction de nos préférences. Mais c'est sûr que voilà, on a vraiment de la chance en étant français d'avoir ces talents-là, et puis en espérant que Adrien Fourmeau et Pierre-Louis Louvet dans le futur puissent continuer cette belle dynastie, on va dire. Tout à fait, on est d'accord. Alors Guillaume, disons, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Laquelle tu veux entendre d'abord? Je préférerais la bonne d'abord, mais la mauvaise, j'imagine, je la connais, mais... Bon, la bonne nouvelle, c'est que je suis sûr qu'on a fait un épisode complet, sympa aujourd'hui, et qu'on a encore apprécié tes commentaires et tes avis pertinents et la complicité qui nous unit. Voilà, c'est évident que je te remercie encore vraiment beaucoup de t'avoir avec moi, c'est super. La mauvaise nouvelle, c'est qu'effectivement, là, on est parti un peu dans toutes les saisons, tous les championnats. Et que comme je fais un épisode par semaine et que parfois, même si j'ai mon émission Green White Checkered où j'essaie justement de déborder, et par exemple demain avec Maxime Potard, oui, je parlerai de l'IndyCar. Voilà, ça me permet un peu de décliner d'autres disciplines. Bien sûr. Mais lundi, pour le rendez-vous un peu de l'épisode de la semaine, il y a toujours la prime à la F1. Or, je vois bien que le calendrier dans les semaines qui viennent sera majoritairement dominé par la F1. Et que je ne serai pas en mesure de te donner la parole aussi souvent que je le voudrais pour le WRC. Mais dès que ce sera possible, bien évidemment, parce qu'on a déjà calculé ça, là je le sais pas par cœur, mais je sais que tu vas réintervenir. On sait qu'il y a encore des fenêtres où tu vas pouvoir t'engouffrer pour venir dans l'afterlap. Mais je préviens que ça sera pas possible après chaque rallye, parce que le temps n'est pas aussi extensible ou la disponibilité pour tout le monde. Tu m'en veux pas? Je t'en veux pas, non, très clairement, on est des passionnés, on aime tous les sports auto. Le week-end dernier était un petit peu plus calme que le précédent où c'était juste la folie à tout suivre entre même la MotoGP avec nos jolis Français, avec la F1 et autres. Donc non, je t'en veux pas. Alors par contre, voilà, si les gens apprécient, etc., n'hésitez pas, comme on dit sur YouTube et autres, vous laissez un petit commentaire, vous laissez un petit like, vous vous abonnez, et puis voilà. En tout cas, moi, même si c'est pas le lundi qui suit, si c'est à d'autres moments, je me rendrai disponible pour pouvoir intervenir. Et puis que si les gens ont envie de discuter avec nous sur les réseaux et autres, ce sera avec un très très grand plaisir. Et je suis à ta disposition, Laurent Frédéric. Merci Guillaume, c'est super sympa de ta part. Écoute, voilà, je te libère, un bon épisode. Donc comme on le disait, spécial WRC Croatie. Porte-toi bien, reste en forme, et puis on va continuer de surveiller ça. Et effectivement, même si c'est pas tous les lundis, oui, on va se reparler, j'espère le plus vite possible. Bon, allez, à bientôt, salut à tous. Merci Guillaume, à bientôt. Merci LB, salut, ciao. Ciao.